Rebonjour à tous. Donc voici la troisième partie de cette introduction à l'école des femmes et le contexte autour du mouvement classique. Et, et voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Donc, la troisième partie, on va donc plus resserrer sur le théâtre à l'époque de Molière, à l'époque de Louis XIV. Alors, quelques éléments, on va dire un peu pragmatiques, un peu pratiques, un peu d'histoire, on va dire, scénique et d'histoire du théâtre. Alors, déjà, il faut avoir dans l'esprit que ce sont souvent des troupes nomades en province. Molière a commencé sa carrière comme ça, avec sa troupe itinérante. Ils ont fait un grand tour de province avant justement d'être mécénés par des nobles. Donc, les représentations avaient lieu sur des tréteaux ou dans des salles de fortune, c'est-à-dire des salles qui ne servaient pas du tout au théâtre, comme des granges. Voilà. Alors à Paris, justement, à cette époque, au XVIIe siècle, c'est la naissance des vraies salles de théâtre. Alors au départ, on installe les théâtres dans les salles de jeux de paume. Donc c'est-à-dire le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Et puis il y a des salles privées chez les plus fortunés du royaume, notamment Mazarin qui était friand d'opéra et de théâtre, s'est fait construire un très luxueux théâtre à Paris, où justement il a fait venir des opéras italiens et où il a fait venir des pièces de théâtre. Alors, et notamment il y a en 1680 la naissance d'un théâtre qui est très important, qui existe encore, qui est né en 1680, qui est la Comédie Française. Alors il faut savoir qu'à Paris, vous aviez énormément de troupes, mais vous aviez deux troupes qui régnaient à cette époque. Donc celle de l'hôtel Guénégaud, qui a été la troupe de Molière à la fin de sa vie. Molière meurt en 1673, donc on va dire que c'est la troupe qui reprend la succession de Molière. Et celle de l'hôtel de Bourgogne, alors qui avait la particularité d'accueillir les comédiens italiens. Mais on va dire qu'à partir de 1680, ils ont été chassés de France, les comédiens italiens. Pourquoi? Parce que la farce, parce que la comédie italienne ne rentrait pas justement dans les règles du théâtre classique, mais ils ont fait leur retour au XVIIIe siècle et ont pu de nouveau être un modèle justement pour le théâtre français. Les salles à l'époque sont éclairées à la bougie, d'où le découpage en actes des pièces, puisque les actes en fait sont des pauses où l'on change les bougies dans les chandeliers. Les représentations théâtrales, elles se font dans le bruit. Alors le théâtre, c'est surtout à l'époque un lieu où l'on vient pour être vu, c'est-à-dire pour montrer qu'on fait bien son boulot d'honnête homme et d'honnête femme, pour montrer qu'on est bien riche, pour montrer qu'on a de la culture, pour montrer qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Mais en réalité, on ne suit pas trop ce qui se passe. Donc on n'est pas là justement pour voir le spectacle, on est là justement pour se faire voir, pour montrer qu'on a du pouvoir. Et enfin, à l'époque, les représentations durent plusieurs heures. Alors pourquoi elles durent plusieurs heures? Parce que maintenant, vous avez en fait une seule pièce. Quand vous allez au théâtre, vous allez voir une seule pièce de A à Z. À l'époque, non, vous alliez voir trois pièces. Un spectacle se compose d'une farce, suivi d'une comédie, puis suivi d'une tragédie. Donc la tragédie vient clore en fait la soirée. Vous avez un petit peu l'idée que la farce et la comédie, ce sont des amuse-bouches avant le divertissement sérieux, avant le divertissement qui va justement vous rendre plus fort, plus intelligent. Alors, ça, c'est un... Oh là. Alors, donc, ça, c'est un plan d'une salle en 1647, donc qui est l'hôtel de Bourgogne. Alors, pour vous faire une petite description, vous avez plusieurs lieux. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle le parterre. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le parterre? Parce que il n'y avait que de la terre battue et en fait, on n'était pas assis. On assistait quand on était au parterre au spectacle debout. Alors aujourd'hui, comme dans les grands concerts, quand vous êtes au parterre, vous n'êtes pas assis, vous êtes parmi la foule. Vous avez la scène. Alors la scène a cette particularité que vous avez des gens qui assistent à la pièce sur scène. En général, ce sont les plus fortunés et les plus nobles qui ont leur siège sur scène. Pourquoi? Justement pour être vus et pour montrer qu'ils ont un rang supérieur à ceux qui sont au parterre ou dans les gradins. Vous avez donc les fameux chandeliers que l'on change justement à chaque acte.
Alors pour vous donner justement une petite idée de ce que ressemble une pièce à cette époque, vous avez un metteur en scène qui s'appelle Benjamin Lazare qui, au cours des années 2000, a essayé de restituer ce qu'était la mise en scène d'un Molière à son époque, avec la manière de parler le français au XVIIe siècle. Alors je vous en mets un petit extrait pour que vous fassiez une petite idée. Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a point. Souhait. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Donc c'est un extrait du Bourgeois gentilhomme de Molière, qui est une comédie ballet. Alors on a l'habitude de voir que le texte est finalement d'être confronté que à la partie théâtrale du Bourgeois gentilhomme. Mais il faut savoir que derrière en fait tout le texte, il y a des moments où vous avez des chansons, vous avez des danses. C'est un spectacle qui est très long, le Bourgeois gentilhomme. Et donc Benjamin Lazare, avec cette mise en scène, a déjà restitué la manière de parler. Donc on prononce toutes les lettres, notamment on prononce les S finaux pour marquer le pluriel. Ensuite, c'est un jeu qui est très figé, c'est-à-dire que on ne tourne pas le dos au public et on avance toujours de face. Ensuite, c'est un jeu qui est très expressif, mais qui n'est pas expressif, on va dire, au niveau du bas du corps. On joue vraiment avec les mains, on joue vraiment avec l'expression du visage, mais pas plus. Donc justement, d'où cette idée qu'ils sont un peu en mode mime. Vous avez le spectacle en intégralité sur YouTube. Si vous avez le temps, regardez, ça vous donnera vraiment une bonne idée de ce qu'étaient les conditions de représentation d'une comédie classique à cette époque. Alors, là on va passer à une chose qu'il faut vraiment maîtriser, c'est les règles du théâtre classique. Première règle, vous avez la règle des 3 unités. Un seul lieu, en une journée, une seule action. Toute pièce de théâtre doit présenter une histoire de cette manière-là. Un seul lieu, 24 heures, une seule intrigue. L'école des femmes le respecte plus ou moins. Nicolas Boileau le résume d'ailleurs dans son art poétique de 1674, quand en un lieu, quand en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Deuxième chose, la règle de la vraisemblance. Alors la vraisemblance, attention, ça n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui est réel. Ce qui est vraisemblant, c'est ce à quoi on doit pouvoir croire. On va dire que c'est un peu une règle de crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'intrigue, ce soit possible. Ce soit quelque chose qu'on puisse véritablement comprendre dans un espace raisonnable. Donc pas de rebondissement extraordinaire, pas de réactions fantaisistes qui sont autorisées. Vous verrez qu'avec Molière, c'est un peu compliqué parce que Molière a souvent l'art de rater ses fins. Enfin, c'est mon avis, ou plus ou moins de bâcler ses fins et finalement de trouver un rebondissement
qui casse un petit peu toute la vraisemblance qu'il a essayé de mettre dans ses comédies. Deux valeurs importantes, l'ordre et la raison, c'est-à-dire l'ordre et le bon sens. Et enfin, la règle de bienséance. Donc la règle de bienséance, c'est la règle qui respecte les bonnes manières. Il ne faut pas choquer le spectateur. Les événements violents, donc comme les batailles, les meurtres et les suicides, alors ils peuvent exister, mais en fait ils ne seront pas joués sur scène, ils seront racontés. Pour vous donner une petite idée, le théâtre baroque, donc qui est celui de la première moitié du XVIIe siècle, et on va dire qu'à la fin du XVIe siècle, il y a eu aussi le théâtre baroque, c'était un théâtre de l'excès, et notamment certains ont demandé à ce qu'il puisse y avoir des meurtres en direct. C'était un peu exagéré à cette époque, c'était une conception du théâtre qui devait justement être à fond dans la passion, à fond dans l'exagération. Chose que le classicisme réfute. Donc vous retenez bien, la règle des trois unités, la règle de la vraisemblance et la règle de la bienséance. C'est la recette magique en fait pour faire une pièce de théâtre classique. Je vous ai fait un petit point sur la comédie et la tragédie. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, ce sont normalement des notions que vous avez déjà vues. Mais je tiens à faire un point là-dessus. En gros, pour schématiser, ce que vous pensez, c'est que la comédie, ça fait rire, la tragédie, ça fait pleurer. C'est pas réellement ça, c'est un petit peu plus fin, mais en gros, c'est l'idée. La comédie au XVIIe siècle, d'abord, elle met en scène des bourgeois. École des femmes, rappelez-vous, Arnolphe est un bourgeois, mais qui fait semblant d'être un noble. Il se fait appeler Monsieur de la Souche. Ça le rapproche d'ailleurs du bourgeois gentilhomme. Si vous connaissez bien toutes les pièces de théâtre de Molière, vous verrez que souvent elles sont liées entre elles par beaucoup de points communs. Le sujet des comédies, en général, on dit que ce sont des sujets bas. C'est-à-dire la famille, la vie sociale, l'argent, l'amour. Attention, l'argent, on ne parle jamais d'argent dans la tragédie. On ne parle jamais de choses qu'on dirait triviales, de choses de quotidien. La comédie, c'est une forme assez libre, on peut être soit en vers, soit en prose. Molière a écrit des comédies en prose, mais il a écrit aussi des comédies en vers. Le registre comique, je ferai un point dessus, et en général, les comédies se finissent bien. Unité de lieu, de temps et d'action, règles de vraisemblance et règles de bienséance qui sont respectées dans la comédie classique. La comédie, vous retenez essentiellement donc que c'est la mise en scène de bourgeois, que ce sont des sujets bas, tout ce qui tourne autour du quotidien, la famille, la vie sociale, l'argent, et que la forme est libre. La comédie peut être en 5 actes, mais en règle générale, elle est en 3 actes. C'est ça qui la distingue aussi de la tragédie. 3 actes et sous l'ère classique, 5 actes. La tragédie, ce sont des personnages nobles. Le sujet, ce sont des sujets hauts, de haute tenue. On parle du pouvoir, on parle de la politique, on parle de l'amour, mais attention, de l'amour public et non pas de l'amour privé. C'est-à-dire l'amour qui met à mal le pouvoir. Je n'en ai pas parlé aussi, mais point important, la tragédie doit susciter la catharsis, c'est-à-dire qu'on doit se purger des passions. Par le spectacle de la tragédie, on doit éprouver de l'effroi et de la stupeur. C'est-à-dire que cette émotion doit nous faire changer, elle doit nous rendre plus importants. Elle doit nous rendre, on va dire, plus forts, elle doit nous rendre plus honnêtes hommes, encore plus, par justement le spectacle de personnages nobles dans l'exercice du pouvoir et dans l'exercice de leur passion. La tragédie, elle est en 5 actes et en vers, toujours. Le registre et le dénouement sont tragiques, donc, sauf exception, ça se finit dans la mort, sauf pour 2 exceptions, Cinna de Pierre Corneille et Bérénice de Jean Racine, qui sont vraiment des tragédies, vraiment, qui sont des exceptions à ce niveau-là. Et enfin, l'unité de lieu, de temps et d'action, comme pour la comédie. Donc ça, ce sont les principales différences. Je vais vous faire un document pour vraiment insister sur la catharsis. Ah oui, la comédie et la tragédie sont toutes les deux dans la logique du plaire et de l'instruire. Sauf qu'on plaît avec la comédie par le rire et on plaît par la tragédie, par le spectacle des passions, par le spectacle de l'effroi. Voilà donc pour cette 3e partie autour de l'introduction
à l'école des femmes. Voilà.